On va maintenant écouter Alain Rakoniewski, qui est musicothérapeute et psychologue à Nantes, qui est enseignant sur le DU de musicothérapie et qui nous évoque aujourd'hui les processus de changement et les résistances au changement chez les musicothérapeutes. L'ordinateur résiste un peu. Donc, première diapo, donc il y en a 19. Bon, certaines seront beaucoup plus rapides à regarder. Donc là, en fait, j'essaie de... Alors, pourquoi ce titre? Parce qu'en fait, il y a pas chez l'humain, il n'y a pas de changement possible sans en même temps une résistance du système, une homéostasie du système qui va empêcher le changement. Quelles que soient les bonnes raisons de changer, il y a une résistance, il y a une homéostasie. Donc, il s'agit en fait là d'essayer de nous pencher en fait sur ce qui, chez nous, musicothérapeutes, psychothérapeutes, etc., forme en fait un empêchement à changer nos pratiques, à changer nos conceptions, etc., et éventuellement à changer pendant les séances. Donc, j'ai commencé par cette petite phrase de Lacan, donc il n'y a dans l'analyse d'autre résistance que celle de l'analyste, qui en fait rappelait en fait la nécessité en fait de la cure psychanalytique et de l'importance de la relation de transfert. En fait, dans cette page, en fait, ce que j'ai voulu mettre et qu'on va retrouver dans la suite de mon propos, ce que je vais mettre en relief, en fait, c'est deux grandes questions, en fait, qui sont la relation thérapeutique empathique et la question de la technique, ou des techniques musicothérapeutiques. C'est ce qui va quand même nous servir un peu de guide. La question donc finale, c'est quelle stratégie le musicothérapeute doit-il construire pour parvenir en fait à travailler sur les différents processus de changement qui sont permanents. Bon, je tiens aussi à dire oui, que le PowerPoint sera disponible. Oui, pas de panique, pas trop de notes. Ah, il ne veut pas obéir. Il résiste encore, je n'arrive pas à le faire avancer. Comment ça se fait? Tout à l'heure, ça fonctionnait. Non, c'est pour s'entraîner. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même rappeler, en fait, parce que parler de changement, en fait, c'est quand même devoir avoir quelques hypothèses, quelques connaissances, en fait, sur qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qu'on veut changer, sur quoi porterait ce changement. Donc, d'où le concept du système soma-corps-psychisme, qui, évidemment, en musicothérapie nous intéresse, puisqu'on travaille beaucoup sur corps et psychisme. Le soma, c'est le biologique que nous avons reçu génétiquement parlant. Le corps, c'est évidemment comment chacun de son soma génétiquement reçu fait un corps singulier. C'est une référence directe, évidemment, au concept de Pankow ou de Dolto, l'image du corps inconscient. Alors, le triangle de représentation mentale, beaucoup le connaissent, hein, j'en ai déjà parlé d'autres fois. Rappelez évidemment brièvement que nous sommes dans une perspective constructiviste, à mon sens, c'est-à-dire en fait, nous voyons le monde tel que nous sommes, nous projetons sur le monde ce que nous avons dans la tête. Ce n'est pas les perceptions, ce n'est pas le monde qui nous parle, c'est nous qui, dans l'environnement que nous regardons, que nous entendons, c'est nous qui prenons des informations, qui traitons de l'information, qui apprenons, etc., etc. Trois grands types de représentation mentale, donc langue, image. Autre représentation, donc celle sonore musicale, parce qu'en fait, évidemment, comment sont mises dans notre cerveau en mémoire, les mélodies, etc. Tout ça sont des représentations mentales qui sont donc encodées quelque part et qui vont nous servir en fait à faire fonctionner ce triangle des représentations mentales. Triangle, ça veut dire en fait que sans arrêt on le fait tourner, sans arrêt on est capable de passer d'une image, vous avez vu, vous êtes passé de la vidéo à écouter Amélia, etc. Vous êtes revenu sur votre texte, enfin bon. Ça, c'est notre capacité permanente. Et évidemment, nous avons aussi entendu les petites mélodies, les musiques en fait, qui ont été jouées. Donc, triangle de représentation mentale, c'était le premier point de ce système soma-corps-psychisme. Autre grand point, musicothérapie. Et là, je suis parti un peu de cette parole d'Oliver Sacks, la musique comme association normale de l'intellect et de l'émotion, intellect que j'ai transformé en raisonnement au pluriel, comme vous le voyez. En fait, oui, en musicothérapie, mais d'un point de vue humain, on est sans arrêt en fait allié des émotions, allié l'émotion et le raisonnement, là au pluriel, tel qu'il est écrit.
Alors, pour expliciter ce raisonnement, évidemment, qui n'est pas simplement faire des mathématiques ou je ne sais quoi, c'est cette capacité de conflictualiser des concepts, des idées, de les complémentariser, de les différencier. Bon, c'est des grands processus qu'on va retrouver de manière structurelle dans le fonctionnement d'un être humain, du système soma-corps-psychisme. Plus précisément, pour rentrer dans une perspective, donc le triangle des pensées mentales qu'on vient de voir, pour rentrer dans une perspective un peu plus cognitiviste, donc S1, S2, c'est les deux vitesses de traitement de l'information. Pourquoi c'est important d'avoir ça en tête? Parce qu'évidemment, la question du traitement de l'information sonore, du traitement de l'information musicale, c'est un traitement très inconscient, c'est un traitement rapide. Donc, il va utiliser ce qu'on appelle le système 1, avec ce qu'on appelle les heuristiques, c'est-à-dire des procédures de traitement de l'information qui simplifient l'information pour en effet la comprendre, etc. On fait tout ça, donc on simplifie, etc. Et en séance, on est exposé aux heuristiques et on est exposé aux biais cognitifs. On va y revenir après sur les biais cognitifs, il faut les détailler. Les biais cognitifs qui sont à comprendre en fait que nous ne sommes pas capables en fait d'être sans arrêt dans un traitement exhaustif, rationnel de l'information. Notre cerveau s'est formé, c'est l'homéostasie du système, s'est formé à traiter d'une certaine façon les informations, à traiter d'une certaine façon ce que nous voyons, ce que nous entendons. Mais on va y revenir après sur les biais cognitifs. Donc l'heuristique, évidemment, toutes les heuristiques vont s'appuyer sur ces biais, par exemple, heuristique de confirmation qui intègre un biais de confirmation. On va revoir ça après, hein. Pas de panique. Le système 2, qui est le système plus logique, plus mathématique, tel qu'on entendrait une représentation courante du raisonnement. Évidemment, on a besoin rationnellement à un certain moment de dire bah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Donc c'est un système-là qui va plutôt être conscient, évidemment. Ainsi que le système 3, qui est plutôt métacognitif, qui là aussi est conscient, qui est une manière en fait de vérifier la manière dont nous procédons, dont nous raisonnons. Donc, pas oublier après Damasio que les décisions, tous les processus décisionnels se construisent, et c'est important évidemment dans la question du changement, tous les processus décisionnels se construisent à partir d'un lien entre émotion et raisonnement. Dernier point du système de raisonnement, c'est la narrativité. C'est le point peut-être qu'on doit vraiment avoir en tête. C'est quoi la narrativité? C'est en fait évidemment utiliser des biais cognitifs pour créer une bonne histoire, celle qui correspond à l'homéostasie de notre système. C'est rechercher une cohérence, c'est le refus de la dissonance cognitive et de l'ambiguïté. En fait, notre cerveau va faire que l'histoire que nous recherchons, la manière dont nous narrons, que ce soit notre vie ou la vie des autres, etc., on va éviter en fait d'avoir un recours à des dissonances. On va essayer de mettre tout ça en harmonie. Le récit cherche à être harmonieux, à ne pas être trop ambigu, à ne pas être trop dans l'incertitude. Et troisième part, évidemment, de la narrativité, c'est évidemment la part la plus liée donc, aux théories psychanalytiques, la question du fantasme et du sujet désirant. Il ne faut pas oublier que dans la communication humaine, la fonction dans la narrativité a des fonctions d'anticipation, c'est-à-dire d'acte illocutoire. C'est-à-dire quand on raconte quelque chose à quelqu'un, et que quand nous écoutons en tant que thérapeute, l'autre cherche à nous faire changer, cherche à faire advenir son récit. C'est ça qu'il faut garder en tête, parce que c'est évidemment là que certaines résistances au changement peuvent se glisser. Alors, les émotions, donc, pour faire assez vite, donc, les émotions positives et négatives, donc c'est ce qu'on appelle la valence émotionnelle. Je regrette que n'ait pas pu être disponible à la librairie le livre de Cotreau, Sortir des émotions négatives, puisqu'évidemment, enfin sans doute dans votre travail aussi, mais dans le mien, bon, évidemment, il arrive qu'on reçoive souvent des personnes qui arrivent avec des émotions négatives, de la tristesse, de la colère, du dégoût, de l'ennui, etc. Donc cette question, évidemment, est au cœur de chaque travail thérapeutique. Alors bien se rappeler aussi qu'évidemment que les émotions, là on en parle au pluriel, mais pour chaque sujet, c'est un système singulier. C'est son système émotionnel qui s'est mis en place. On n'a pas tous les mêmes peurs, on n'a pas tous les mêmes stockages dans les amygdales, etc., etc. Ce qui va déclencher certaines émotions, toujours garder en tête, c'est la question de ce qu'on appelle la route du bas, c'est ce déclenchement inconscient qui fait qu'avant même que notre conscience ait pu se rendre compte qu'on s'en ressentait telle ou telle chose, déjà le système émotionnel s'est mis en route. Par contre, évidemment, en musicothérapie et en psychothérapie, on va beaucoup essayer de travailler sur la question de comment on peut verbaliser l'émotion, comment on peut les exprimer, les identifier, les faire partager à l'autre, etc. Et là, donc, on va plutôt utiliser donc, en fait, la route du haut et la conscience de soi. Alors évidemment, si on vient à la musique, les émotions sont des vecteurs. La musique, pardon, comme les émotions, c'est un point commun, c'est un grand vecteur de communication sociale. Un nourrisson communique émotionnellement avant même d'avoir la parole.
Et la musique, c'est ce qui permet, donc on l'a vu là, donc moi j'ai pas de vignette clinique, mais heureusement Amélia les a faites pour moi, merci, comme vous avez vu dans ce qu'elle a présenté. On voit là en effet tout un système émotionnel qui fonctionne entre évidemment le patient et Amélia et la mère, ça. Et toute une communication qui est non-verbale en plus, qui sera quasiment non-verbale à certains moments, et qui se déroule de manière très forte. On va accélérer un peu. Voilà, c'est facile, c'est la révision. Alors, ce qu'il faut donc garder en tête, c'est cette bande de Mébius, en fait. En effet, émotion et raisonnement, dans un système normal, ça tourne sans arrêt dans notre tête, c'est sans arrêt relié. Il n'y a pas de séparation, ce matin on en parle un peu, il n'y a pas de séparation entre émotion et raisonnement au pluriel. C'est cette bande de Mébius qu'un sujet, n'importe quel sujet humain, parcourt à l'infini. Lorsqu'il y a des arrêts trop longs sur la bande de Mébius, on est plutôt dans la pathologie. Bon, un court arrêt, ça va encore. Des arrêts trop longs, c'est la pathologie. L'idée qu'il faut garder en tête, c'est que dans la musicothérapie avec la musique, la communication peut reposer sur un système musique-émotion et ou un système musique-émotion-raisonnement. C'est important puisqu'en fait, en musicothérapie, à certains moments, en fait, la communication, en fait, c'est musique-émotion. À certains moments du travail, on le voit d'ailleurs dans ce qu'Amélia vous a présenté. À certains moments, en effet, on est dans un système musique-émotion et après, ça s'élargit, on l'avait vu avec Nick, par exemple, ça s'élargit en fait, ou plutôt avec Elliott aussi, ça s'élargit à l'ensemble du système soma-corps-psychisme avec ce lien entre musique, émotion, raisonnement. Donc musique en lien avec la bande de Mébius, c'est-à-dire que ça tourne et on dit des mots, des pensées. Donc la question, c'est d'activer des aires transitionnelles au sens winnicottien pour créer un changement. Mais de quel type de changement s'agit-il en musicothérapie? C'est donc ce qu'on va essayer de retenir maintenant. Donc je vous demande de retenir par cœur cette page qui va nous servir après comme guide. Alors, j'essaie de résumer ça en trois types de changements. Alors, qui dans une séance ne sont pas forcément chronologiques, hein, ça va être, on va passer de l'un à l'autre. Enfin, bon. Alors, dans les exemples qu'on vient de voir, en fait, on a pu voir qu'avec la petite Laila, en fait, on était plutôt dans quelque chose de la synchronisation, à mon sens, donc une communication extrêmement forte entre le patient, le thérapeute, avec une expression corporelle. Donc, c'est évidemment la synchronisation par la musique, c'est ce qui permet le rapport entre le plus intense, le plus fort entre le thérapeute et le patient, ou entre une personne et une mère et son bébé, une mère qui chantonne, le bébé se laisse bercer. Il y a une synchronisation là extrêmement forte. Donc, c'est un type de changement qui va exister en musicothérapie, qui suivant la personne à qui on s'adresse, devra être recherché et est déjà un changement en soi-même. Quand elle arrive en séance où elle est très agitée, cette synchronisation qu'elle réussit à construire, évidemment, il y a un changement et qui apparaît évidemment comme positif. Surtout que Amélia nous a bien fait sentir que c'est du positif. On a donc là des émotions positives qui vont arriver. C'est le type de changement 2, oui, quand en fait de cette synchronisation, en fait, un minimum de différenciation va se glisser en fait. Et le playing avec les émotions, c'est cette capacité de lien entre musique et émotion, cette capacité, vous avez vu là, de sourire avec les échanges de sourires, tout ça, bon, qui atteste en fait qu'évidemment quelque chose s'est mis en place émotionnellement. Alors c'est évidemment quand même assez important, puisqu'évidemment, comme je disais, bon, quand quelqu'un arrive en séance et paraît pas bien, évidemment, pouvoir passer à ce type numéro 2 de changement, trouver une émotion positive, évidemment, là on a un changement extrêmement intéressant. Donc un changement de création de plaisir. On retrouve là, il faut bien avoir en tête cette question de plaisir, qui est tout à fait fondamentale dans le travail et qui est fondamentale aussi pour porter le changement. L'homéostasie du système, ça veut dire que le système ne va pas changer si vous ne lui donnez pas un peu plus de plaisir que ce qu'il a déjà. Sinon, il n'y a aucune raison de changer. Vous garderez le même système, il n'y aura pas de changement. Ça, c'est une résistance fondamentale. La lutte contre la résistance au changement chez les patients, chez les musicothérapeutes, c'est la question du plaisir. Alors évidemment, ce changement numéro 2 est évidemment en cours de route, on va dire, puisque si on veut, par exemple, j'ai cité l'exemple des addictions, évidemment, le résultat thérapeutique n'est pas acquis. Mais quelque chose s'est passé, donc on peut espérer arriver donc au changement
numéro 3, donc là qui est un playing, un jeu en fait avec tout le système motion-raisonnement, avec toute cette bande de Mébius. Et là, on peut espérer en fait que se mette tout en marche le système soma-corps-psychisme du patient et du musicothérapeute. Alors, pour se reposer un peu, une image. Donc là, on rentre dans le vif du sujet, qui sont donc, première partie, donc la résistance du musicothérapeute pour changer ses processus de connaissance, son système de connaissance. Parce que si on est là, c'est évidemment, on est là pour apprendre, on veut changer quelque chose. On a bien compris rapidement que nous n'allons pas gober tout ce que les conférenciers vont nous dire, qu'on va présenter quelques petites résistances, quelques homéostasies. Donc, c'est cette première partie sur laquelle je travaille. Ce qui me paraît assez intéressant de rappeler, en fait, c'est que je considère en fait que dans la tête de tous les musicothérapeutes, nous avons dans nos têtes quelque chose qui a à voir avec le mythe d'Orphée. Alors, le mythe d'Orphée, pas celui qui va chercher Eurydice, c'est le même, mais ce n'est pas là-dessus que j'insiste. Le mythe d'Orphée, c'est celui, comme vous le voyez donc sur cette peinture, celui qui charme les animaux sauvages, celui qui crée en fait une synchronisation par la musique immédiatement avec son art, avec sa lyre. Donc c'est la magie, la puissance de la musique, c'est la magie de l'induction musicale, et ça, je pense, ça reste toujours dans un coin de notre tête. Pourquoi? Parce que nous avons été influencés, modifiés par la musique, pour reprendre les mots de Platel ou de Bigan. Nous avons été fabriqués par la musique. Nous avons reçu ce mythe dans la tête et nous le portons. Donc, en tant que musicothérapeute, une des résistances au changement, à l'enrichissement des connaissances, c'est de se dire peut-être le mythe d'Orphée est suffisant. Alors, on trouvait ça il n'y a pas que chez les musicothérapeutes, chez des philosophes grecs comme Platon, Pythagore. C'était très, très fort ce point-là. La musique, qui, magiquement, en effet, pouvait en fait changer l'humeur, pouvait changer les émotions. Donc, au cœur donc au cœur de ces résistances au changement, donc se trouve ce mythe d'Orphée. Pourquoi apprendre? Pourquoi lire Bigan et autres, puisque la musique en elle-même va émouvoir, etc. Donc, ce qu'Édith Lecourt appelait donc les clochettes du musicothérapeute. Donc, c'est toujours un peu dans notre tête ce pouvoir de synchronisation de la musique, et d'autant plus que ça existe, ça marche des fois, on vient de le voir là, avec la petite Leïla. Donc, ça va renforcer évidemment notre croyance. Donc, c'est toujours ce deuxième point, ce soutien inconscient, du fait, en effet, que ça marche. On observe, ça semble, vous avez vu, la petite Leïla, quelque chose se met en place d'une synchronisation musico-corporelle qui est très, très forte. Alors, ce qui peut aussi faire résistance à élargir notre système de connaissances, c'est aussi une certaine idéologie psychanalytique, qui pour moi ne fait pas partie de la psychanalyse, mais une idéologie qui affirme évidemment que les neurosciences, les sciences cognitives veulent transformer le sujet humain en robot. On lit ça, on l'entend, hein, c'est pas terminé, loin de là. Ça fait partie de nos résistances, puisque si on rencontre des musicothérapeutes qui sont plutôt d'approche psychanalytique, évidemment, ça fait un frein, en fait, à connaître les travaux de neurosciences de la musique et de psychologie cognitive de la musique. Alors, autre résistance qui est plus paradoxale, évidemment, c'est que si on lit donc tous ces auteurs là, de Bigan à Zator, là, en fait, évidemment, on a la représentation, ce qu'on va voir après, le système de la musique, comme un universel dans le fonctionnement du somacorps-psychisme humain. Donc, c'est les constituants universels de la musique, c'est l'effet universel. Et en fait, nous, musicothérapeutes, on ne peut pas se contenter, ça ne fonctionnerait pas, même si des fois on essaie, on ne peut pas se contenter de plaquer en fait cet universel de la musique sur le sujet pour que la séance tourne. On doit en fait rechercher dans les airs transitionnels par le playing une singularité de l'utilisation de la musique. C'est une singularité de l'utilisation de la musique que nous devons chercher à travers les connaissances de l'universel de la musique. Alors, pour que ce soit un peu plus précis, donc j'avais déjà présenté la musique comme système anti-chaos sonore, puisqu'en fait, au départ, il n'y a que le chaos sonore. En fait, la musique, c'est un des grands organisateurs de la communication, un grand organisateur du son, c'est-à-dire, en fait, on va apprendre à différencier les sons, les hauteurs de son, les contours, les mélodies. Très vite, un sujet humain l'apprend. Et en fait, oui, ce que disent des gens comme Bigan ou Tillman, on parle du bébé musicien, c'est-à-dire que la compétence musicale, même si ce n'est pas jouer d'instrument de musique, la compétence musicale est acquise par à peu près tous les êtres humains, bon, sauf ceux qui vont développer, mais il n'y en a pas beaucoup, une amusie. Mais autrement, la compétence musicale est acquise. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce système de la musique, comment ça fonctionne, tel qu'on peut l'analyser, en fait, notre cerveau l'apprend. Il l'apprend alors implicitement. Hein. C'est
excusez-moi, il faut changer. Implicitement, donc, c'est là, les apprentissages. Mais tout ça, en fait, l'humain est un humain musicien. D'accord? C'est-à-dire que tout ça, on l'a appris. Alors, si on résume un peu de ce système-là, qui demanderait bien beaucoup de développement, mais ce n'est pas la journée. Donc là, il faut lire de Bigan à Zator, hein, vous avez compris. Certains l'ont déjà fait. Alors, en activant le système de la musique, c'est en fait quand notre cerveau, notre communication va s'activer, donc mettons en séance de musicothérapie, le sujet appartient à une culture, construit sa singularité, c'est en fait là, c'est notre musique, singularité est notre histoire de vie, hein, communique, développe un système émotion-raisonnement, désir, recherche du plaisir, traite de l'information, construit des apprentissages, comme je viens de dire, met en mémoire et modifie son système somacorpsique. C'est-à-dire que la musique, en fait, en termes de construction de l'être humain, eh bien, ça a un effet très total. C'est pour ça qu'on parle de la symphonie neuronale ou de la synchronisation de différentes parties du cerveau, parce que la musique produit en fait cet effet très, très massif et très global. Alors, c'est ça qui nous sert en tant que musicothérapeute. Mais c'est évidemment aussi ce qui peut faire résistance, c'est la difficulté à désarticuler. Parce qu'en fait, quand on communique en musicothérapie avec quelqu'un, on voit bien en fait la petite Leia, elle n'a pas lu là, la musique comme système anti-chaos sonore, elle ne l'a pas lu. Néanmoins, comme étant un être humain musical, elle peut immédiatement communiquer. Mais nous, en tant que professionnels, on doit essayer de comprendre un peu ce qui se passe. On doit le comprendre à partir de ce qu'on sait du fonctionnement de la musique dans le cerveau, dans la psychologie. Sinon, en fait, on reste pris dans un effet orphéique, un peu de spontanéité. Alors évidemment, avoir en tête un système aussi complexe, oui, bon, c'est pas facile, c'est sûr. Moi, j'ai regardé un peu le contenu de la revue de musicothérapie ou les journées d'études de l'Institut que je suis depuis pas mal d'années. En fait, moi, je constate des grosses résistances, évidemment, à écrire sur ces travaux, à les faire parler, à dire voilà comment je rends compte de telles séances à partir des travaux de Bigan, etc. Là, les résistances me paraissent quand même très importantes. Donc, il y en a qui vont contester, je sais bien, mais c'est côté provocation. En tous les cas, en lisant les articles de la revue, si. Alors, pourquoi, évidemment, c'est avoir lutté contre cette résistance-là, cette résistance qui, se nourrit en fait du fait que la musique spontanément fonctionne. Pourquoi lutter? C'est en fait pour avoir des outils qui se précisent, à la fois en tant que musicothérapeute, pour parler entre nous, et aussi quand on veut communiquer à des tiers en dehors de la musicothérapie, il est important d'expliciter en fait pourquoi la musicothérapie fonctionnerait et sur quel système, sur quels outils théorico-cliniques on s'appuie. Alors, comme c'est très compliqué, évidemment, on a tendance à s'appliquer sur des heuristiques. Hein. Alors, une heuristique, par exemple, c'est la manière dont on va spontanément rechercher la communication sonore en jouant par écholalie, etc. Bon, en progressive, ça fait partie de nos heuristiques qui simplifient le système aussi. Avec toujours la question, parce que bon, prouver la musicothérapie, c'est toujours la question, bah oui, ça marche, de cet empirisme naïf, en fait. Bah oui, ça marche, on l'a observé. Alors, quelqu'un ce matin disait ça, oui, j'ai vu ça en séance et j'ai fait ça une fois, oui. Évidemment, c'est pas scientifiquement, c'est pas recevable. Et même si on n'est pas des scientifiques en tant que musicothérapeute, on doit évidemment essayer de comprendre un peu plus ce qui, d'une séance à l'autre, est repérable en termes d'outils théorico-cliniques. À ce que le risque, évidemment, c'est la perte d'efficacité et l'usure aussi des professionnels qui, là, vont entraîner des résistances au changement. Alors, deuxième point concernant les grands types de résistance, c'est la question des biais cognitifs. Bon, maintenant, c'est assez connu, enfin, vous avez sans doute tous entendu parler. Cette question, en fait, d'un traitement rapide, de quelque chose qui fait que notre cerveau a tendance à traiter l'information en fonction d'un raccourci, en fonction de choses qui vont se répéter. Alors, les biais cognitifs, évidemment, leur grand intérêt, comme c'est écrit tout en bas, c'est d'entretenir l'homéostasie du système, d'entretenir une certaine sécurité qui nous est nécessaire. Mais évidemment avec les résistances au changement. Alors, quels sont ceux musicalement que le musicothérapeute auquel doit faire attention? Donc, ce que j'essaie de transposer, c'est les biais cognitifs tels qu'ils sont appelés, biais de conservatisme. En quoi musicalement on les retrouve? Alors, un biais musical de conservatisme,
ce qui dans l'écoute musicale va nous conduire à privilégier ou à reproduire des musiques connues et à refuser ou à ne pas penser à faire l'exploration des musiques inconnues. C'est l'homéostasie, en fait, de notre système musical. Le biais de disponibilité, c'est en fait identifier très rapidement une musique connue appartenant à une culture musicale singulière et évidemment, là encore, d'exclure en fait toute musique écoutée qui nous semble extérieure à notre cohérence musicale subjective, à nos consonances. C'est un phénomène tout à fait normal, donc c'est des résistances au changement qui font partie de notre culture musicale. Le biais musical d'ancrage ajustement désigne notre capacité à utiliser les encres, notre culture musicale singulière, pour catégoriser toute musique écoutée. L'induction musicale, c'est aussi ce qui cherche à ancrer en fait chez l'autre ce qui constitue en fait nos références. Le biais cognitif musical de représentativité, c'est notre capacité à abstraire, à reconnaître une structure musicale à partir d'un morceau, d'un petit morceau de musique. Bon, Bigan montre là-dessus des expériences intéressantes. Bon, du fait qu'on a un cerveau musical, très rapidement, on va reconnaître, en même pas une seconde, un morceau connu. Bon, c'est une mélodie, on la reconnaît tout de suite. C'est fait ainsi, bon, ce qui va nous... Donc, après, on peut l'utiliser pour catégoriser tel morceau de musique. Le tout début, on va dire, oui, là, c'est classique, c'est rock, j'aime pas, etc. Bon, c'est ce biais de représentativité, évidemment, on l'utilise à fond. Et le biais musical de confirmation qui nous fait prendre en considération les musiques écoutées, qui renforceront nos croyances et jugements sur ce qu'est une belle musique, une musique joyeuse, ce que doit être la musique, etc. Donc voilà en fait tout ce que nous avons en tête en tant que musicothérapeute, du fait de notre cerveau musical humain. C'est ce à quoi nous devons être très attentifs en séance, puisque sinon nous allons simplement inconsciemment les reproduire, les faire fonctionner. Ça sert à ça les biais cognitifs musicaux, c'est faire fonctionner inconsciemment, automatiquement quelque chose. Donc si on n'y prend pas garde, évidemment, on le fait. Et par rapport à un patient, ça peut évidemment produire un certain nombre de résistances au travail, de résistance au changement, puisque ce n'est pas forcément cette ère transitionnelle-là que le patient voudrait co-construire. Donc c'est l'action d'inhiber de faire un peu plus attention dans ce qu'on a parlé tout à l'heure de l'exploration, des musiques qu'on ne connaît pas. C'est tous ces biais qu'on doit évidemment surveiller un peu du coin de l'œil, si je puis dire. Mais évidemment, ces biais, comme j'ai déjà dit, s'appuient sur ce mythe d'Orphée qui est un peu dans notre tête. Et avec l'idée, en fait, que comme on a été fait par la musique, on garde en tête l'idée qu'on peut faire le patient avec la musique. C'est aussi ça la force. On a été modifié, fabriqué par la musique. On pense qu'on peut modifier, fabriquer le patient, le changer par l'induction musicale, par exemple. Et donc ça, c'est évidemment un processus de résistance, un risque de résistance, dans la mesure, en fait, où on chercherait à avoir trop d'induction musicale. Là, on va devoir passer plus vite, j'ai pris un peu de retard. Si je résume alors, l'induction musicale, c'est évident, c'est la mise en acte des biais, vous l'avez compris. Alors, c'est aussi des choses plus paradoxales, comme le point 2, l'alliance des résistances. Si vous passez au patient, enfin, vous m'arrivez des musiques que le patient n'aime pas, etc. Bon, en fait, vous obtenez une espèce de résistance du patient au changement. Et donc, en fait, vous vous trouvez avec votre biais là, qui vous a fait proposer une musique qui vous semble bien. Votre biais cognitif, vos résistances vont faire alliance avec celle du patient. Et donc, vous obtenez une résistance au changement. Ce sur quoi je vous ai aussi comme nommé, ce qu'on va le retrouver après, c'est la question de la contagion émotionnelle. Puisqu'en fait, alors on est plus exposé. Alors, tout à l'heure, enfin, on l'a tous un peu éprouvé, là, quand on a, enfin, certains applaudissent, moi pas, j'ai résisté à la contagion émotionnelle. Mais bon, il y avait des émotions très fortes dans les vignettes cliniques qu'on a vues de cette rencontre. Et évidemment, on peut parler là qu'il y avait un peu de contagion émotionnelle. Bon, ce qui évidemment freine l'empathie, puisque l'empathie, c'est pas coller avec l'autre, c'est pas être dans la synchronisation. C'est pas grave si ça dure 3 millisecondes, mais évidemment, c'est pas à cultiver. La contagion émotionnelle, c'est le contraire de l'empathie. C'est ce qui est le processus d'empathie, quand il ne peut pas s'exercer, évidemment, empêche le changement. Mais ça, c'est la troisième partie. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que les biais musicaux fonctionnent bien parce qu'ils
ils sont constitutifs de notre culture musicale, et plus on les fait fonctionner, plus ça renforce notre culture musicale. Donc il y a une causalité circulaire. C'est pour ça, évidemment, qu'on doit être attentif à la manière dont on introduit des musiques, on improvise, puisqu'en fait, on fait passer là quelque chose de nos biais cognitifs musicaux, de notre culture musicale. Alors, si on reprend sur la question des changements, évidemment, les changements de type 1 et 2, la synchronisation, changement émotionnel, sont extrêmement importants. Il n'y a rien à dévaloriser là-dedans. Ce sont des changements émotionnels dopaminergiques qui donnent du plaisir, qui sont fondamentaux, évidemment, pour faire fonctionner le travail. La résistance serait de rester au changement numéro 1 et au changement numéro 2. Mais c'est évidemment les avantages et inconvénients des biais cognitifs, ça permet de fonctionner et ça fait résistance. Alors, troisième partie, donc, qui va être sur la question justement des liens entre la relation thérapeutique empathique et la question de l'environnement sonore musical, qu'il faut comprendre aussi environnement sonore musical, incluant évidemment toutes les techniques musicothérapeutiques que nous sommes capables de sortir, en plus ou moins suivant nos compétences. Évidemment. Alors, se rappeler en fait comment ça marche, les séances de musicothérapie, c'est en fait construire du changement, co-construire du changement en développant des capacités de playing avec les patients, avec les sujets, de co-construire donc des aires transitionnelles. C'est ça hein, le travail, c'est pas autre chose. Hein. C'est assez simple. Vous le savez tous. Alors, avec quoi on joue et quelles sont les aires transitionnelles? Donc, le playing, en fait, porte à la fois sur la musique, au sens très large, sur les techniques musicothérapeutiques que nous apportons en séance, qui donc, là, vont évidemment rentrer dans tout le système d'échange et de co-construction. Et puis, la relation thérapeutique. C'est-à-dire que c'est aussi ça, on joue avec la relation. On le voyait là d'ailleurs dans les exemples présentés par Amélia, surtout avec le jeune Elliot, en fait, où le jeu relationnel est extrêmement fort, même s'il n'y a pas beaucoup de paroles, mais en fait, il renvoie le jeu relationnel se dérouler. Alors, vous voyez, on approche de la fin, on n'a pas de chaise. Comment? Oui, ça devrait aller. Alors, j'ai rappelé, en fait, ça a été bien rappelé ce matin, en fait, oui, le conférencier disait, oui, on vient en séance, on ne vient pas là simplement pour ça. Le fait de venir en séance qui donc induit le cadre, pour repositionne le cadre, en fait, c'est en fait illocutoire. On demande à l'autre de faire quelque chose et nous, on est là aussi pour faire quelque chose de la musicothérapie. C'est pour reposer le cadre en fait à cette capacité en fait de donner à chacun en fait l'idée qu'il n'est pas là pour backnoder. Et l'avant, donc ça c'est le cadre qui essaie d'introduire la question du changement, du mouvement, de ce qui va bouger. Mais le cadre c'est aussi ce qui va offrir la continuité, la sécurité, qui est donc du côté de l'homéostasie du système. Le cadre analogiquement c'est cette incertitude, cette ambivalence, à la fois la sécurité que ça ne bougera pas et on est là pour bouger, pour changer. Et c'est ça qui est tout à fait fondamental dans le cadre et qui est tout à fait nécessaire. Et la question, alors j'ai repris cette expression de rouler avec les résistances du sujet, bien qui est directement inspirée des techniques d'entretien motivationnel, parce qu'évidemment, comme vous l'avez compris, les résistances, elles ne disparaîtront jamais. Donc il faut apprendre à rouler avec les nôtres, avec celles du patient. Donc le cadre, en fait, doit permettre, alors c'est un peu plus que le cadre pour rouler avec les résistances, aussi les techniques, mais le cadre doit permettre, en fait, en assurant cette continuité, sécurité et cette incitation, cette invitation à changer, le cadre assure une fonction évidemment essentielle. Alors, deux processus de playing, en effet, donc, pour co-construire les aires transitionnelles. Alors, le playing avec l'environnement, espace de la tâche, c'est ce qu'on a à faire en fait avec tout l'instrumentarium. Donc là, c'était ce qu'Amélie avait à faire avec son piano, avec tout l'instrumentarium qui était disponible, ce que nous avons à faire avec notre instrumentarium, ce que nous avons à faire avec les morceaux de musique que nous vont proposer, soit en CD, soit en allant sur YouTube, c'est plus ce que je fais maintenant. C'est en fait l'environnement. Alors pourquoi espace de la tâche? Parce qu'en fait, cet environnement sonore musical très large, là, nous avons une tâche de faire de la musicothérapie.
Et ce qui va aussi beaucoup jouer, c'est justement les discontinuités du cadre. C'est très important de mettre ça en tête, parce que, par exemple, si vous êtes en cure psychanalytique, il y a très peu de discontinuité du cadre, vous allez rester allongé sur le même divan. Bon, sauf si le psychanalyste en change au milieu de votre cure, mais bon, vous restez sur le même divan. Alors que nous, en fait, en musicothérapie, sans arrêt, nous jouons avec les éléments de l'environnement sonore musical. Nous changeons d'instrument, tel jour nous sortons tel autre, etc. C'est sans arrêt qu'il y a des discontinuités du cadre. Elles font partie du cadre, tout en étant en fait sans arrêt des mouvements à l'intérieur du cadre. Donc elles sont censées assurer une certaine sécurité, stabilité, tout en assurant un certain mouvement de l'environnement, des changements dans l'environnement, d'accord? Et donc ça, c'est tout à fait fondamental d'avoir en tête que c'est ce qu'on fait avec nos techniques musicothérapeutiques, de la discontinuité du cadre. Nos techniques, nos compétences, nos savoir-faire nous permettent en fait de créer sans arrêt cette discontinuité. Donc c'est un jeu, c'est un playing en fait avec les paramètres du système musicothérapeutique, avec les techniques musicothérapeutiques. Alors, les techniques dans un jeu, ça inclut tous les instruments qu'on utilise, etc. Alors, évidemment, la finalité, c'est toujours c'est pas simplement de jouer avec l'environnement, c'est ça. Parce que là, on serait dans le mythe d'Orphée. On viserait la synchronisation si simplement il s'agissait d'être en accord musical, en accordage, je ne sais quoi. La question de la finalité thérapeutique, c'est quand même de faire bouger le système des représentations mentales, faire bouger le système soma-corps-psychisme, le triangle des représentations mentales, le système des émotions, la bande de Mébius et tout ça, la narrativité. Enfin, c'est tout ça que la finalité. Elle va être plus ou moins parcourue, évidemment, suivant les personnes avec qui nous travaillons. Donc, il ne faut donc pas confondre en fait l'environnement, l'espace de la tâche, avec la manière dont vont se construire, se modifier les représentations mentales du sujet. Et donc, les nôtres, en fait, donc c'est toute la manière en fait dont nous allons regarder les séances. Et là, nous avons besoin de tous nos outils, tous nos savoirs sur musicalement, qu'est-ce qui se passe, etc. Et l'autre playing, évidemment, c'est un playing intersubjectif. C'est un jeu, évidemment, avec la relation thérapeutique empathique et la communication sujet musicothérapeute. Donc ça s'active en faisant les exercices traditionnels et ça mobilise donc tous les processus, conflictualisation, complémentarité, différenciation. La finalité thérapeutique est évidemment la même. Donc ces deux processus en fait sont nécessaires. Alors, ils vont s'activer simultanément et ou séquentiellement, évidemment, ça va dépendre du fonctionnement du travail. Alors, quels sont les grands processus qui vont se structurer par rapport à cette structure de playing? Alors, les résistances au changement par défaut de playing avec l'environnement. C'est le cas le plus classique, ben oui, ça ne marche pas, il ne joue pas avec ça, il ne prend pas tel instrument, bon, on les connaît tous. Hein. Mais bon, alors évidemment, c'est des résistances plus classiques. En quoi les résistances du musicothérapeute sont engagées? Ben, sans doute, il n'a pas eu les bonnes idées, la bonne technique, il n'a pas eu le bon hasard ce matin-là. Alors le hasard, ça n'arrive jamais par hasard, le hasard. Le hasard, c'est ce que dans notre tête a sans arrêt cheminé et qui sort à ce moment-là. C'est ça l'intuition, le hasard. C'est que ça s'est déroulé déjà dans notre cerveau consciemment et inconsciemment. Mais alors la crainte de cette résistance peut nous conduire en effet à surinvestir en fait par nos heuristiques, à rechercher une technique qui marche en fait. C'est nos pratiques, c'est nos savoir-faire, c'est nos heuristiques professionnels qui se sont constitués. Le tambourin, ça marche, le djembé, ça marche, le piano, peut-être on va essayer de... Alors, après cette question, bah oui, alors quel air transitionnel a-t-on pu construire? Comment le patient s'y retrouve? Qu'est-ce qui change en lui? Nous, est-ce qu'on n'a pas seulement suffisamment essayé de changer en recourant à nos heuristiques, à nos techniques connues? Alors, évidemment, le playing avec l'environnement et les changements dans l'environnement ne préjugent pas, ne permettent pas d'anticiper, de connaître les changements de représentation mentale dans le système soma-corps-psychisme. Alors que je pense qu'une des résistances et dans la relation thérapeutique, une des résistances de quel type de changement? Donc, une des résistances de nous, musicothérapeutes, c'est justement peut-être de croire que le travail serait fait quand nous avons pu jouer un peu Orphée, quand quelque chose s'est passé musicalement parlant. Ça nous guette toujours, c'est notre heuristique. Et donc, c'est une résistance au changement. Car si vous restez dans un changement de type 1 ou de type 2 de manière trop prononcée, trop permanente, tout va très bien tourner, hein, mais peut-être vous n'êtes plus en train de faire votre travail, qui serait quand même d'aider le patient, s'il en a la possibilité, à s'orienter vers des changements de type 3 qui vont peut-être un peu plus mobiliser d'autres représentations mentales que celles que vous activez avec lui.
Alors, donc j'insiste là-dessus, parce que je crois que c'est quand même très fort pour nous musicothérapeutes, mais tout thérapeute qui travaille avec du dessin, de la pâte à modeler, c'est de croire que le média fait le travail. Alors, c'est plus fort pour la musique, croire que la musique est thérapeutique en elle-même, parce que je vous dis, on a été construit, imprégné par la musique, ce qui produit en fait ce sentiment que si musicalement ça marche, en effet ça marche, puisque ça a bien marché pour nous. Ça, c'est un type de résistance technique très fort. Il ne suffit pas de changer les techniques. Il ne suffit pas de faire des airs transitionnels où les techniques bougent. On doit regarder en fait ce qui se passe au niveau de la relation thérapeutique. Et là, c'est évidemment l'attention qu'on doit porter, sinon en effet, il y a résistance au changement, sur la co-construction de la relation psychothérapeutique empathique ou thérapeutique empathique. Alors, qu'est-ce qui me paraît le plus important dans toute cette page? Alors, c'est encore évidemment la question, oui, c'est quoi l'empathie? Il y en a plein et moi-même, je me pose toujours la question dès que j'en parle, parce que c'est évidemment quelque chose qui n'est pas du tout simple à apprendre. Alors, je vais quand même essayer de le résumer en 3 mots. L'empathie, c'est pouvoir se mettre à la place de l'autre sans y être. Donc, en fait, il faut pouvoir s'identifier, il faut pouvoir, en fait, se représenter ce que vit l'autre, c'est l'empathie cognitive. Il faut aussi se représenter ce qu'il vit d'un point de vue relationnel. Qu'est-ce qu'il l'engage dans sa narrativité? Bon, c'est ça l'empathie. Donc, évidemment, ce n'est pas la contagion émotionnelle ou l'émotion, l'affect que ça nous fait. Ce n'est pas la fusion, justement, parce on se met à la place, on n'est pas. Mais c'est cette capacité, en fait, de projection, et là on retrouve le constructivisme d'Hegelman et des autres, notre capacité du cerveau, de notre cerveau à se projeter sur le monde extérieur. Donc là, c'est la projection sur le patient. Et c'est ce qui nous permet cette empathie. Alors bien, mais je vous dis, l'empathie, ça reste compliqué, donc c'est fait que des fois, on a l'impression que l'empathie fonctionne, mais on doit se poser la question, si on a bien une relation thérapeutique, empathique avec ce patient-là. Alors, ce qui fait qu'évidemment, qu'on pense moins à l'empathie, c'est le plaisir de la création. Toutes nos discontinuités du cas, tout ce qu'on va créer, co-créer avec le patient, ça nous donne du plaisir au patient et à nous. Et ça peut nous paraître suffisant, c'est le changement de type 2, c'est dopaminergique, on a du plaisir, tout va très bien. Ce qui peut donc entraîner un surinvestissement de ce travail des techniques et du playing avec l'environnement sonore musical. Alors, comment ça se produit? On essaie de repérer un peu comment ça se produit. Non pas le pourquoi, vous avez bien remarqué, c'est le comment, ça reste très cognitiviste. Comment dans notre manière de fonctionner, on va en effet surinvestir les techniques et donc ainsi développer des... Parce que oui, l'idée, c'est qu'en surinsistant les techniques, forcément en privilégiant ce type de playing, on risque, c'est un risque, hein, heureusement, ce n'est pas automatique, on risque en fait de ne pas être assez attentif à la relation thérapeutique empathique. Alors, j'ai mis un petit certains ont trouvé ça un peu polémique, évidemment, puisque ça l'est. Sur la question de la musicothérapie traditionnelle. Pour moi, il n'y a pas de musicothérapie traditionnelle, ça n'a jamais existé. Par contre, on en parle, et je pense que, un peu comme le mythe d'Orphée, on voit des films avec des rituels, avec des rites qui fonctionnent, qui semblent fonctionner avec de la musique. En fait, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a la musique, ce n'est pas la musique qui fait fonctionner le rite elle toute seule. Ça fonctionne comme un système global, culturel, en fait, de sorcellerie, de désensorcellement, où la musique vient là, évidemment, scander, appuyer quelque chose. Il y a tout un appareil symbolique autour de masques, de ceci, de cela, de configuration de l'espace, etc., qui fait que le rite fonctionne, que le rite de désensorcellement va fonctionner. En tant que musicothérapeute, si on regarde ça, on va dire, bah oui, c'est la musique. Bien non, je ne pense pas que ce soit la... Et par contre, ça peut nourrir en fait nos biais cognitifs de confirmation. Ah oui, regardez comme la musique est efficace, comme la danse est efficace, regardez, ça y est, il n'est plus ensorcelé. Alors évidemment, c'est aussi dans ce qui peut donner un espèce d'appétit pour ces musicothérapies traditionnelles, entre guillemets. C'est évident que ça paraît moins rébarbatif que de se coltiner les neurosciences. Et puis d'ailleurs,
toutes ces sociétés où la musicothérapie traditionnelle semble fonctionner, ils n'avaient pas Lubigan, ils n'avaient pas l'usateur, ils ne connaissaient pas les neurosciences et ça fonctionnait, regardez. Donc ça, pour moi, ce sont des biais de confirmation auxquels nous devons être très attentifs. Bon, ça rejoint la question d'Orphée, etc. C'est la croyance dans ce narratif, hein, mais alors, le terme croyance, là, est vraiment à prendre au sens très cognitiviste. En fait, la croyance, c'est ce qui nous organise notre regard sur le monde. Hein. Ce n'est pas la croyance en sens religieux, enfin, qui en fait partie, mais c'est vraiment la manière dont nous regardons le monde, c'est notre narratif sur le monde. Hein, c'est ça la croyance. Dernière diapositive. Hein? Oh, j'ai trop vite. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait juger suffisantes les techniques musicothérapeutiques? C'est évidemment aussi, alors vous vous rappelez donc éventuellement le système de la musique comme système anti-chaos sonore. Évidemment, on peut essayer de le réduire à simplement la question des contours, la mélodie qui monte, la mélodie qui descend, des instruments plus simples, etc. Donc et ça fonctionnerait en tant que technique, et ce serait une manière de réduire en fait la complexité musicale. Parce que l'avantage en fait du système de la musique, c'est qu'il maintient sans arrêt une complexité ouverte. Notre résistance en tant que musicothérapeute, c'est éventuellement de réduire la musique par nos techniques musicothérapeutiques qui vont être des réductions du rapport entre humain et musique. Et donc, on est toujours guetté par la simplification des modèles scientifiques que nous faisons. Nous en avons besoin pour construire des heuristiques, parce qu'on ne peut pas trop nous en passer. Donc, notre regard, c'est en effet d'être attentif à cette manière. Est-ce qu'on a réduit? Est-ce qu'on n'est pas un peu trop dans nos heuristiques? Est-ce qu'on n'a pas trop simplifié les connaissances scientifiques, etc. Ça fait partie des résistances au changement portées par le professionnel, le musicothérapeute. Alors, sur la question, évidemment, de la question de la psychothérapie qui intéresse un peu tout le monde, de toute manière, même si la musicothérapie n'est pas psychothérapeutique, même si elle est rééducative ou une aide au changement, on va dire, un soutien, de toute façon, vous avez déjà besoin d'une empathie informationnelle, cognitive. Comprendre comment fonctionne quelqu'un qui a un trouble du spectre autistique, pour l'instant, c'est que cognitif. Au niveau de votre empathie interactive, c'est évidemment empathique, ça va être plus dur de vous identifier à quelqu'un qui a un trouble du spectre autistique. Mais c'est quand même cette question-là qu'il va falloir essayer. Et c'est là, éventuellement, que vous ferez moins attention. Alors, on a vu ça avec toutes les approches thérapeutiques des troubles du spectre autistique, qui étaient hyper cognitivistes au sens de la réduction du système, où là, en effet, la question de la relation, de la relation empathique avec quelqu'un qui nous paraît très loin de notre fonctionnement, est quand même quelque chose à rechercher. C'est beaucoup plus difficile, mais c'est à rechercher. Sinon, en effet, là, on va se retrouver en effet que du côté des techniques. Alors, quand il y a changement de type 1 et 2, il y a une communication émotionnelle, un plaisir, qui renforce les techniques. Car en fait, il faut bien comprendre que ces techniques nous donnent un savoir-faire et des heuristiques qui sont bien délimités, qui sont tangibles, qui sont repérables, qui sont totalement sécurisantes. Alors qu'évidemment, la question, quand je vous parle de la relation thérapeutique-empathique, vous allez me dire, mais de quoi il nous parle? Enfin, c'est complètement flou, c'est l'incertitude, et ça va évidemment à l'encontre en fait, de nos besoins de raisonnement habituels, qui sont des besoins d'enlever l'incertitude, l'ambiguïté. Pour faciliter en fait l'attention sur la relation thérapeutique-empathique. Moi, je pense que même si on n'est pas psychothérapeute, même si ce n'est pas de psychothérapie, il est intéressant de regarder en fait les techniques psychothérapeutiques qui, ça c'est le point là, qui évidemment reposent sur le langage en fait. C'est quoi les 4 R, comment ça fonctionne, c'est quoi l'entretien motivationnel, c'est quoi la thérapie narrative, c'est quoi des schémas cognitifs. Parce que c'est avec ces outils-là en fait qu'on diminue le risque de ne rester que dans les techniques musicothérapeutiques. Et c'est avec ce travail-là qu'on augmente nos chances, notre probabilité de co-construire la relation thérapeutique empathique. Et dernier point. Le playing avec l'environnement sonore musical, c'est donc cette illusion qu'en fait, c'est beaucoup notre conscience qui va fonctionner dans l'utilisation des techniques, même s'il y a des heuristiques, les techniques sont inconsciemment OK. Mais en fait, on a comme l'impression de beaucoup mieux maîtriser la situation musicothérapeutique, de beaucoup mieux maîtriser l'action. Et ça, évidemment, c'est une résistance au changement pour voir la relation thérapeutique-empathique
qui est une relation évidemment qui fonctionne beaucoup avec des processus inconscients. C'est l'aventure des séances, c'est l'aventure de la relation. Et donc ça, il faut évidemment avoir des outils pour le voir. Ce n'est pas par hasard qu'on regarde, qu'on voit la relation thérapeutique empathique. C'est aussi parce qu'on a en tête la question des processus inconscients, de l'inconscient comme outil. Bon, je termine sur la question de l'inconscient parce que tout est là. Merci beaucoup, Alain. Alors, pareil, on va avoir 10 minutes pour quelques questions avant. Merci pour cette intervention. Vous parlez des résistances du musicothérapeute à aller vers le travail des neurosciences, et je voulais savoir, dans l'autre sens, comment est-ce que vous pensez la résistance des neurosciences à intégrer les recherches psychanalytiques? Moi, je ne pense pas que c'est une bonne question, mais qui ne paraît pas pertinente. Mais en même temps, c'est une bonne question parce qu'elle pose d'emblée. Moi, je ne pense pas qu'il y ait des questions d'intégration. Moi, j'ai développé dans un article plus ancien cette question du constructivisme. Le constructivisme entre le paradigme psychanalytique, le paradigme des neurosciences, le paradigme cognitif, en plus on simplifie parce que ce paradigme se divise lui-même en sous-paradigmes. Le constructivisme que l'on doit pratiquer pour fabriquer nos outils théorico-cliniques, c'est un constructivisme du choc des paradigmes, de la conflictualisation des paradigmes. Donc, il n'y a personne qui va intégrer personne. C'est en faisant se choquer les concepts, en faisant se choquer les connaissances, en fait, que nous, on forme nos outils. Après, chaque science, elle travaille avec ses protocoles de recherche, mais nous sommes des praticiens. Ce n'est pas nous qui fabriquons la science. Hein. Enfin, moi, en tous les cas, pas. Et donc, en fait, pour faire nos outils théorico-cliniques, on doit pratiquer le choc des paradigmes, voir comment ils se contredisent, comment ils se complémentarisent, comment ils se différencient, si on le voit, évidemment. Donc, la psychanalyse ne va pas intégrer les neurosciences et les neurosciences. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas la même construction des objets de recherche, pas du tout. Pour moi, c'est dans la complémentarité, mais ce n'est pas une complémentarité magique. Ce n'est pas une espèce d'éclectisme mou. Il faut fabriquer les outils, c'est compliqué parce qu'en effet, ça ne va pas de soi, ça se contredit. Ce n'est pas un discours homogène, ce n'est pas un discours qui s'articule si facilement que ça. Il y a des moments où ça ne s'articule pas. Mais c'est en laissant nous cet espace ouvert dans nos outils qu'on maintient cet esprit de recherche clinique. Voilà ma réponse. Oui, j'avais une question aussi. Du coup, déjà, je voulais vous remercier de m'avoir proposé une nouvelle représentation mentale du musicothérapeute avec un choix d'images qui reste. Voilà. Et ma question, c'était de savoir où vous situez la créativité. Est-ce que pour vous, c'est un biais cognitif? J'ai plus parlé de création parce que bon, dans Juralité de Winnicott, il se traduit par créativité. Création au sens du processus, en fait. Pour moi, la création, c'est sans arrêt, en fait. C'est changer de mot, c'est une création. Enfin, bon, alors nous, en musicothérapie, on essaye d'être attentif à un type de création. On a bien vu dans ce que tu nous as présenté, Amélia, comme en effet, où on essaie là, de faire une création en séance qui soit une ère transitionnelle. C'est ça la création qui est visée. C'est une ère transitionnelle où il y a du playing. Et donc ça, en fait, cette création dans cette ère transitionnelle par ces processus de playing, ça va être plus ou moins grandiose. Là, on a eu des très beaux exemples. Moi, hélas, des fois, j'ai travaillé avec des personnes où c'était beaucoup plus modeste, plus petit, mais pour ce patient-là, cette personne-là, c'était sans doute beaucoup. Donc, cette création, c'est notre capacité à être dans du playing à la fois avec l'environnement sonore, avec les techniques, et d'être dans le playing avec leur relation, d'être attentif à la manière dont les changements qu'on observe chez la personne nous font quelque chose au niveau de notre pensée, pas seulement de nos émotions, au niveau de notre pensée. C'est ça, comme ça que la relation empathique se construit aussi. C'est Stern qui le dit très bien, c'est la manière dont après on ne voit plus le patient de la même manière. Donc la création, c'est tout ça. Donc c'est pas un contenu quantifiable, c'est pas... ce sont des qualités de processus qu'on recherche, la qualité du playing, la qualité des aires transitionnelles.
mais qualité qui doit être relativisée aux patients, et qualité qui doit être relativisée à nous dans notre capacité justement à déjouer nos résistances, à déjouer nos habitudes, notre homéostasie de musicothérapeute, etc., etc. Voilà ce que la création, elle est forcément là à déjouer aussi notre homéostasie, nos heuristiques, nos biais cognitifs musicaux. C'est aussi ça la création, c'est ça le changement. Alors, on a une question de Nathalie Baconnet-Gallet qui demande une expérience personnelle de résistance au changement dans votre expérience de musicothérapeute pour éclairer vos propos. Voilà, vous avez votre réponse. Je donne jamais de... Non, mais j'exagère, j'en ai mis dans certains de mes articles. Je fais très attention aux vidéos cliniques qui donnent un effet de synchronisation, évidemment, de changement de type 2. Si, j'ai fait allusion tout à l'heure quand je disais, oui, quand j'ai passé donc, des musiques, moi, me semblaient bien, donc c'était mes biais cognitifs musicaux, hein, et que la personne en place, mais qu'est-ce que c'est que cette musique? C'est pas possible. Et donc, en fait, mais en même temps, alors, donc l'ère transitionnelle d'écoute musicale n'a pas vraiment eu lieu, puisque ça ne l'intéressait pas, etc. Par contre, le playing avec la relation a eu lieu, puisque cette manière de dire, c'est que cette musique de merde, enfin, qu'est-ce que vous m'amenez là, enfin, c'était quasiment dit comme ça. Enfin, évidemment, il y avait un jeu relationnel avec moi. Donc, en fait, la résistance que j'ai rencontrée, alors après, maintenant, en fait, je fais beaucoup plus attention à... Quand je propose des musiques, essayer de sonder avant quel genre de musique vous aimeriez, etc. Bon, avant, j'étais plus dans l'exploration. Tiens, je vais proposer ça, alors, ouverture des biais musicaux cognitifs à l'infini. Puis bon, non, ça ne marche pas. C'est des trucs moi, qui me paraissaient magnifiques en jazz. Ça ne passait pas du tout, du tout. Donc maintenant, je demande beaucoup plus aux gens quel genre de musique. Alors je leur dis, qu'est-ce que vous voulez qu'on écoute aujourd'hui? Donc ils me disent, je regarde sur YouTube. Et puis voilà. Donc, ça, c'est une manière de sortir de ma technique de musicothérapie réceptive en modifiant le cadre, en modifiant le protocole, en faisant beaucoup plus appel aux propositions des personnes. Une toute dernière question, Marguerite. Oui, bonjour. J'ai senti que vous aviez envie de conflictualiser sur les rites. Je vais vous faire plaisir. Non, je me disais, les rites traditionnels, sans parler des musiques traditionnelles, les rites traditionnels comprennent de la musique, sont des contextes de soins. Dans nos sociétés aujourd'hui, nous, on est musicothérapeutes dans des hôpitaux ou dans nos cabinets. Est-ce qu'on ne peut pas penser que ce cadre-là correspond aux rites de nos sociétés occidentales et que donc à ce moment-là, effectivement, il y aurait des rites traditionnels qui comprennent une part de musicothérapie? Sans parler des effets de la musique, ça, on est d'accord que ça ne compte pas dans nos cadres non plus. C'est sémantiquement très intéressant. Alors, quand vous dites que ce sont des rites de soins, non, je ne suis pas du tout d'accord. Dans une société traditionnelle, on ne soigne pas. On ramène quelqu'un qui s'est trouvé exclu du groupe parce qu'il n'a pas été assez gentil avec les morts, il n'a pas assez veillé sur les esprits et il est victime d'un sort, etc. Donc, ce n'est pas un rite de soins, c'est un rite de reculturation. Donc, c'est pour ça que moi, je ne parle pas de je parlerai jamais de musicothérapie traditionnelle, parce qu'en fait, ce n'est pas du soin. Quand on parle de musicothérapie, quand on parle de thérapie, nous, même si ça vient du grec ancien, thérapeien, de soigner, en fait, on est en effet, dans nos protocoles occidentaux qui ont inventé la question de soigner. Mais il y a plein de sociétés où la question de soigner ne peut pas être séparée de la question d'être dans la société. Alors que nous, on la sépare, même si vous essayez. Évidemment, vous posez la question, est-ce que toutes nos constructions de soins, musicothérapie, toutes les psychothérapies qui existent, toutes les questions du bien-être, enfin bon, non, ça va très. Est-ce que c'est une manière, évidemment, pour nos sociétés de sans arrêt faire que le soin ne soit jamais le soin? Je ne sais pas. Moi, je considère qu'il est important dans le cadre de bien spécifier la question de faire. Je fais d'autant plus qu'au CHRU où je travaille, les personnes doivent rencontrer le psychologue, ça fait partie du contrat d'entrée. Donc je les vois tout de suite, mais je ne peux les voir qu'à condition de leur dire qu'ils me voient en tant que psychologue, mais je ne suis pas là parce qu'ils auraient des problèmes, je ne suis pas là pour les soigner. Je suis là d'abord pour les écouter et préparer avec eux la sortie du CHRS. Parce que là, pour moi, la question du soin reste une question quand même
contractuel, qui doit être dans le cadre. C'est notre invention occidentale, c'est en fait délimiter le soin comme un contrat, comme dans un cadre, etc. Alors que dans une société traditionnelle, ça n'existe pas. On dit c'est embedded, c'est enchâssé, tout est enchâssé, l'économie, la manière de ramener quelqu'un dans le groupe, c'est enchâssé. Il n'y a pas cette segmentisation que nous avons inventée avec la médecine moderne, etc., etc. Ouais, vous parlez de la définition du soin, du coup, et ça m'interroge sur comment est-ce qu'on définit nos pathologies aujourd'hui. Vous dites que dans les rites, on ne parle pas de soins parce que c'est une exclusion sociale, mais aujourd'hui, dans nos sociétés, la définition des pathologies, au fur et à mesure, depuis plusieurs années, a évolué en fonction de qui on exclut et qui on décide est anormal et va atterrir dans un hôpital psychiatrique. Oui, alors là, si on joue sur le mot exclusion, oui, c'est encore sémantiquement. Dans une société traditionnelle, l'exclusion, ça veut dire que quelque chose vous a tiré du côté de l'esprit des morts, du côté du hors-vivant, du non-vivant. Alors vous allez me dire, oui, aussi, dans nos sociétés, peut-être, mais la question, c'est à chacun, en fait, quand même aussi. Alors, la réponse culturelle, moi, ne me paraît pas vraiment exister autrement que sous la forme de le soin, on l'a segmenté, c'est l'invention de la médecine moderne, etc. Nous, musicothérapeutes, on s'inscrit dans cette invention-là. Après, d'un point de vue des mutations culturelles de nos sociétés, évidemment, cette question peut devenir, mais il y a qui est malade, qui ne l'est pas, n'est-ce pas la société? Bon, je ne dis pas que ce débat ne puisse pas exister. Mais moi, alors, en tant que professionnel, j'ai une obligation de repérer ce qui est de la psychopathologie et ce qui ne l'est pas. Je pense que c'est ma responsabilité. Sinon, je serais, oui, dans une espèce de, comme un sorcier, hein, à penser que je pouvais tout résoudre. En fait, ma modestie, c'est d'essayer de connaître ce que c'est qu'une psychopathologie, comment ça fonctionne, etc., etc. Et de savoir, c'est très psychanalytique, ça, de rappeler aussi que personne n'est normal. Mais il y en a quand même qui ont un petit peu plus de difficultés à vivre quand même. Et donc ça, c'est quand même la pathologie, ça existe la pathologie. Mais c'est comme ça que je le fais. Mais chaque professionnel doit être interrogé là-dessus. Donc moi, si on m'interroge, je réponds ça. Je dis, voilà, moi je dois avoir, et j'espère du moins des connaissances en psychopathologie pour délimiter ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. Quelqu'un qui, par exemple, n'est pas capable de rentrer dans un registre émotionnel, ou quelqu'un qui ne serait que dans des émotions négatives, pour moi, c'est quelque chose c'est de la pathologie. Et quand je dis le fonctionnement normal, c'est la bande de Mébius, ça veut dire qu'en effet, quelqu'un qui resterait que dans un registre de rumination, d'émotions négatives, de peur, etc., de stress permanent, évidemment, il est, quelles que soient les raisons, hein, il est pris dans un dysfonctionnement, dans une pathologie, dans une psychopathologie. Et moi, je vais me positionner là, à ce moment-là en tant que professionnel ayant donc des stratégies de soins. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Alain.